Bienvenue dans cette émission consacrée aux éphémérides du ciel et aux observations à réaliser à l'œil nu et aux instruments astronomiques en ce mois de février. Nous revivrons tout d'abord le récit de la mission Voyager qui a marqué l'histoire de l'exploration spatiale du système solaire. Nous verrons ensuite les principaux événements célestes de ce mois. Nous verrons les éphémérides des corps principaux du système solaire. Et enfin, nous étudierons l'objet du ciel profond à observer ce mois-ci. Écoutons donc Mathieu nous révéler les secrets de cette mission Voyager 1. Avec sa sœur jumelle Voyager 2, eh bien toutes les deux, elles auront approfondi et complété les connaissances déjà acquises par les deux missions éclaireuses Pioneer 10 et Pioneer 11 qui ont également exploré les confins du système solaire. Alors Voyager 1 en particulier pesait environ 825 kg et emportait avec elle 90 kg de carburant. Elle comportait 11 instruments scientifiques d'une masse totale de 105 kg, dont 4 instruments de télédétection et des instruments d'observation du milieu traversé. Elle a été lancée le 5 septembre 1977, tout d'abord à destination de Jupiter. Grâce à une trajectoire plus tendue et à une vitesse plus élevée, environ 15,5 km/s, elle atteint Jupiter 4 mois avant Voyager 2. Cette configuration permet aux scientifiques de disposer d'observations par les instruments des deux sondes de l'évolution de l'atmosphère de Jupiter sur une période continue de 6 mois. Voyager 1 débute ses observations de Jupiter le 14 décembre 1978, soit 80 jours avant le survol rapproché qui l'amènera à 349 000 km du centre planétaire. Les premières photos sont prises en janvier 1979, lorsque la distance permet d'obtenir des images des bandes nuageuses avec une meilleure définition que celle fournie par les télescopes terrestres. La phase principale des observations scientifiques, regroupant l'étude de Jupiter, des lunes galiléennes, des anneaux et de son champ magnétique, débute le 4 mars et dure seulement 2 jours. Le 5 mars, Voyager 1 survole à faible distance la lune Io, puis Ganymède, Europe, et le lendemain, elle passe près de Callisto. La phase d'observation de Jupiter s'achève fin avril. À l'issue de ce survol, la sonde spatiale a pris 19 000 clichés de Jupiter et de ses lunes principales. La principale découverte est celle du volcanisme de Io. C'est la première fois qu'un phénomène volcanique était observé sur un autre corps céleste que la Terre. Les données collectées permirent notamment de se rendre compte que les matériaux éjectés par les volcans ont une puissante influence sur le champ magnétique très puissant de Jupiter. Voyager 1 réalise les premières images à faible distance des nuages de Jupiter, permettant de mettre en évidence que la grande tache rouge est une tempête aux dimensions gigantesques et se déplace de façon complexe, tandis que d'autres tempêtes sont découvertes. Elle découvre également et photographie les anneaux de Jupiter, qui sont beaucoup plus ténus que ceux de Saturne. En leur sein, elle découvre 2 petites lunes, Thébé et Métis. D'autres images de la lune Europe montrent également un réseau de lignes à la surface de cette lune, mais avec une résolution faible. Le 10 novembre 1980, Voyager 1 pénètre au cœur du système planétaire de Saturne. Le jour suivant, elle effectue un survol très rapproché, à seulement 6 940 km, de la lune Titan. Les scientifiques savaient avant ce survol que Titan possède une atmosphère comportant du méthane, et certains d'entre eux avaient émis l'hypothèse que des formes de vie avaient pu se développer dans cet environnement créé par l'effet de serre. Mais bien avant le rendez-vous avec la Lune, les photos prises permettent de constater que Titan est entouré d'une couche de nuages continus, opaque en lumière visible, ne donnant pas accès à la surface. Les ingénieurs de la NASA durent alors faire un choix. Soit explorer Titan à 20 000 km et conserver assez de carburant pour se diriger ensuite vers Pluton,
soit faire une approche à quelques 6000 km et sacrifier l'étude de Pluton en espérant percer l'épaisse couche de nuages. Évidemment, on sait quel choix ont pris les ingénieurs de la NASA. Du coup, on n'observera que Pluton 30 ans plus tard. Des traces d'éthylène et autres hydrocarbures sont détectées, tandis qu'une température sans doute un peu trop basse pour la vie est mesurée. Après ces observations, la sonde survole le pôle sud de Saturne en passant à 124 000 km de son centre le 12 novembre de la même année. Les anneaux et les autres satellites au programme de l'étude, Dionée, Mimas et Rhea, sont tous très proches de la planète géante, puisque le survol doit durer en tout à peine 10 heures. Après avoir quitté Saturne, Voyager 1 s'en va vers les limites extérieures du système solaire. Le 14 février 1990, ces caméras sont utilisées une dernière fois pour réaliser une mosaïque de 60 photos comprenant 6 des planètes du système solaire, sauf Mercure, vue sous un angle inédit. Appelée portrait de famille, elle est connue pour sa célèbre photo, un point bleu pâle de la planète Terre à une distance de 6,4 milliards de kilomètres, record de la photo la plus lointaine prise pendant 27 ans. Le 17 avril 2010, Voyager 1 se trouve à 112 UA, c'est-à-dire environ 16,8 milliards de kilomètres de la Terre, et dépasse ce qu'on appelle le choc terminal, c'est-à-dire la sphère d'influence du vent solaire. En juin 2011, elle envoie des données indicatives sur la nature du bouclier magnétique du Soleil aux limites de l'héliosphère, indiquant qu'à 17,4 milliards de kilomètres de celle-ci, il existe une sorte de bulle hétérogène de grande dimension, composée d'autres bulles d'environ une unité astronomique. La NASA annonce finalement le 12 septembre 2013 que Voyager 1 a quitté autour du 25 août 2012 l'héliosphère, étant à 121 unités astronomiques, soit environ 18 milliards de kilomètres du Soleil. Le 1er décembre 2017, la NASA rallume 4 propulseurs après 37 ans d'inactivité. Cela permet, d'après les calculs de la NASA, de gagner 2 ou 3 ans de longévité en réorientant les antennes de transmission vers la Terre. Depuis, évidemment, elle étudie le milieu interstellaire, et ce, au moins jusque dans les années 2025. Merci Mathieu de nous avoir révélé les secrets sur cette mission de Voyager 1. Nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de cette émission. Quels sont les événements célestes remarquables? Alors, le 2, occultation de Saturne par la Lune. Alors Mathieu, peux-tu nous rappeler ce qu'est une occultation? Alors une occultation, en fait, c'est quand deux astres passent l'un devant l'autre, tout simplement. Quelles seront du coup les conditions d'observation pour cette occultation? Donc le rapprochement maximal a lieu à précisément 6h53. Le centre de la Lune se rapprochera du centre de Saturne à 0,1 degré, autant dire que c'est vraiment très près l'une de l'autre. Et à 7h30, c'est le moment le plus intéressant, puisque les deux astres sont maintenant levés, mais tout juste, et c'est la fin de l'occultation de Saturne. Alors, bon, 7h30, à quelques minutes près, selon l'endroit où vous vous trouvez en France, évidemment. Comment peut-on observer? Alors, il faut savoir qu'à 7h30, donc, Saturne émergera du côté obscur de la Lune, un peu au-dessus, légèrement à droite de la Lune. La Lune, quant à elle, sera presque nouvelle, puisque sa phase ne sera que de 5,8%, donc c'est vraiment très peu. Saturne, quant à elle, aura une magnitude légèrement positive, avec un diamètre apparent d'environ 15 secondes d'arc. On pourra observer le phénomène à l'œil nu, sans difficulté. Saturne est visible à l'œil nu, la Lune aussi. Ceci dit, des jumelles seront tout de même un peu mieux. Un télescope, évidemment, si vous en avez la possibilité. Ceci dit, si vous utilisez un télescope, peut-être mieux vaut ne pas trop grossir, ne pas dépasser un grossissement de l'ordre de 70-80 fois, parce que les deux astres vont être au ras de l'horizon sud-est. Ça veut dire très sujet aux turbulences. Et puis un tel grossissement va permettre également d'avoir les deux astres dans le même champ, tout en
tout en ayant une image qui ne soit pas trop altérée par les turbulences atmosphériques. Et est-ce que faire de la photo lors de cet événement sera possible? Tout à fait. On peut prendre un petit boîtier, le poser sur un trépied, faire des photos grand champ, ou alors avec un téléobjectif, ou avec peut-être un objectif un peu plus grand de 200, 300 mm. Ça peut être également intéressant pour avoir un, entre guillemets, zoom sur l'événement. Maintenant, si vous faites de la photo sur télescope, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant donné que l'événement se passera au ras de l'horizon sud-est, eh bien, l'événement sera très sujet aux turbulences. Donc l'image pourrait être un peu gâchée par celle-ci. Ça va être difficile et il faudra vraiment trouver le bon moment en espérant que la météo soit avec nous. Le 13, rapprochement entre Mars et Uranus. Quelles seront les conditions d'observation? Donc le rapprochement se fera précisément à 6h46 et les deux planètes seront proches l'une de l'autre à 1 degré. Alors, l'observation, évidemment, à 6h46, c'est pas possible puisque les deux astres ne sont visibles que le soir. Donc, il faudra observer soit la veille au-dessus de l'ouest le plus tard possible, mais ne pas dépasser 21h quand même, après c'est trop bas, soit le soir même, donc le 13, mais au plus tôt, minimum 18h30, il faut quand même laisser le temps à la lumière solaire de se coucher, et ce sera au-dessus du sud-ouest. Alors l'événement sera visible avec au minimum des jumelles, au maximum une lunette de 80 mm, avec un très faible grossissement, pas plus de 15 à 20 fois, si vous voulez avoir les deux astres dans le même champ. Pourquoi il faut des instruments? Alors parce que Mars, elle est visible à l'œil nu, mais seulement Uranus, il faut automatiquement des instruments, donc une paire de jumelles au minimum. Uranus sera sous Mars, légèrement à gauche. Alors ça, c'est à l'œil nu, avec des instruments, il faut inverser en fait, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que Mars sera beaucoup plus brillante qu'Uranus, évidemment, mais les deux planètes auront un diamètre apparent qui sera approximativement le même, en fin de compte. Les deux planètes commencent à être vraiment très éloignées l'une et l'autre de nous. Et Mars aura encore une petite phase, il y a encore 10% de sa surface qui n'est pas encore illuminée. Le 18, conjonction Vénus-Saturne. Alors Mathieu, dis-nous, qu'est-ce qu'une conjonction? Une conjonction, en fait, c'est un alignement planétaire. Alors, un alignement pas précis, parce que Vénus et Saturne ne vont pas s'occulter l'une l'autre. Donc, c'est un alignement, mais on va dire plutôt un rapprochement, en fait. Les deux planètes vont, en apparence, depuis la Terre, être très proches l'une de l'autre, alors qu'en réalité, elles sont très éloignées, Vénus étant beaucoup plus proche de nous que Saturne. Quelles seront ici les conditions d'observation? Alors le rapprochement maximal sera de 1,1 degré à 12h59 précisément. L'observation sera plutôt à faire le matin, entre 6 et 7 heures. Au-dessus de l'horizon sud-est, et Saturne sera sous Vénus. L'observation pourra se faire à l'œil nu, mais des jumelles seront encore mieux, bien entendu. Et si vous utilisez un télescope, veillez à ne pas dépasser un grossissement de l'ordre de 30 fois. Sachant que Vénus a une magnitude de -4, Saturne de plus 1,4. Les deux ont une taille apparente très similaire, mais voilà, c'est vraiment très intéressant, quoi. Le 19, conjonction Mercure-Neptune. Alors, donc, quelles seront les conditions d'observation? Rapprochement maximal de 0,7 degrés. Ça paraît vraiment alléchant. Le rapprochement sera 6h46. Très bien, oui, seulement l'observation sera vraiment très difficile à faire puisque les deux astres ne seront visibles au ras de l'horizon ouest qu'1 heure après le coucher du soleil. Alors pour Mercure, pas trop de problème. Par contre, pour Neptune, la lumière solaire ne permettra pas que l'on puisse la voir, même avec un instrument. D'ailleurs, à l'œil nu, elle n'est pas visible de toute façon. Mercure aura une magnitude de -1, Neptune pratiquement 8, donc elle est complètement inobservable à l'œil nu dans tous les cas. En plus de cela, la lumière solaire gâchera son observation.
et Mercure aura une taille apparente environ 2 fois plus grande que celle de Neptune, sachant que Mercure a également une phase de 78% d'illumination. Le 23, conjonction Vénus-Pluton. Quelles seront les conditions d'observation? Donc le rapprochement maximal à 6h31 et à 1,4 degré d'écart. Alors ça sera à faire au-dessus de l'horizon sud-est. Pluton va être au-dessus, légèrement à droite de Vénus. Seulement voilà, l'éclat de Vénus et l'aurore montante auront tendance à masquer Pluton. Pluton qui a une magnitude très faible, autour de 15. Donc de toute manière, même si elle était observable dans de bonnes conditions, il faudrait de très très gros instruments. Et j'ai bien peur que cela ne soit pas possible de toute façon ce jour-là. Pour le 26, c'est la plus grande élongation est de Mercure. Alors Mathieu, rappelle-nous ce qu'est une élongation maximale. Donc c'est le moment où une planète s'éloigne au plus loin du Soleil. En général, une planète intérieure, les 2 planètes intérieures du système solaire étant Mercure et Vénus. Quelles seront donc les conditions d'observation pour cette élongation? Alors l'élongation maximale sera à 1h le 27 février. Et Mercure s'éloignera du Soleil à environ 18 degrés. Alors c'est une élongation est. Est par rapport au Soleil. Donc Mercure sera à l'est du Soleil. Mais l'événement sera observable à l'ouest, en fait, au-dessus de l'horizon ouest. Et idéalement entre 18h et 18h30. Il faut savoir une petite chose également, c'est que le 25 février, donc 2 jours avant, à précisément 9h, Mercure sera à son périhélie, à seulement 0,3 UA du Soleil, unité astronomique du Soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mercure sera au plus près du Soleil sur son orbite. Donc on pourrait se dire c'est pas forcément intéressant à observer parce que du coup Mercure sera plus bas sur l'horizon. Oui, seulement Mercure, du fait de son inclinaison orbitale, aura tendance à être très très haute sur l'horizon par rapport aux conditions d'observation évidemment. Elle aura donc une magnitude de moins 0,4, un diamètre apparent autour de 7 secondes d'arc, et elle sera illuminée à 48% environ. Passons donc maintenant aux éphémérides des astres majeurs du système solaire. Alors, pour le Soleil, dis-nous quelle a été son activité au mois de janvier. Alors, ça commence assez fort, c'est étonnant d'ailleurs parce qu'on est en plein minimum du cycle solaire actuel. Entre le 1er et le 6 janvier, une nouvelle tache solaire est apparue et a évolué, AR 2732. Elle faisait partie du cycle solaire en décomposition. Du 5 au 7 janvier, elle s'est remplie de petites éruptions de classe B et même une de classe C. Et puis ensuite, le 21 février, jusqu'à la fin du mois en fait, une deuxième tache solaire est apparue, 2733, également membre de l'ancien cycle solaire pour l'instant. Elle a quadruplé de taille en seulement 24 heures, et ce, le 25 février. Le 26, elle a continué de croître jusqu'à ce que cette région active craque avec des éruptions mineures de classe B, et une autre de classe C5, la plus puissante depuis 1 an, quand même. 2 jours après le 28, elle s'est de nouveau calmée, et puis à ce jour, au 30 février, elle est désormais en limite de bordure est du disque solaire, et elle crépite encore avec des éruptions de classe B et C, mais nous ne la verrons plus pour le mois de février car elle aura dépassé l'horizon. Pour ce qui est de la Lune, elle sera nouvelle le 4 février à 22h04 à l'heure locale. Nous pourrons voir le premier quartier le 12 février à 23h25. Elle sera pleine le 19 à 16h53. Et nous verrons le dernier quartier le 26 à 12h28. Sinon, elle sera à l'apogée le 5 février à 10h26 et au périgée le 19 à 10h06. Pour ce qui est de Mercure, elle sera inobservable en début de mois. Elle sera par contre mi-février observable au crépuscule sur l'horizon ouest-sud-ouest jusqu'à 1h30 après le coucher du soleil. Et
En fin de mois, elle sera visible en début de nuit sur l'horizon ouest. Vénus, quant à elle, observable en fin de nuit au-dessus de l'horizon sud-est. Mars sera observable en première partie de nuit. Cérès sera observable en deuxième moitié de nuit. Pour ce qui est de Vesta, elle sera au début du mois difficilement observable au crépuscule et au ras de l'horizon ouest-sud-ouest et inobservable en fin de mois. Pallas sera observable une grande partie de la nuit. Junon, pareil, observable une grande partie de la nuit. Pour ce qui est de Jupiter, observable en fin de nuit entre le sud-est et le sud. Saturne, quant à elle, sera observable à l'aube, puis en fin de nuit, en fin de mois, au-dessus du sud-est. Uranus sera observable en première partie de nuit entre le sud-ouest jusqu'à l'ouest. Neptune, difficilement observable en début de nuit, au début du mois de février, et quasiment inobservable en fin de mois. Et enfin, Pluton sera inobservable en début de mois et difficilement observable en fin de nuit, en fin de mois. Nous pouvons passer à la dernière partie de cette émission et nous pouvons maintenant savoir quel est l'objet du ciel profond à observer ce mois-ci. Alors, lors des 2 derniers éphémérides, eh bien, nous avions parlé de nébuleuses. Je propose que maintenant nous allions visiter des galaxies. Alors j'ai choisi M81, la galaxie de Bode, et M82, la galaxie du cigare. 2 galaxies en même temps, une fois n'est pas coutume. Elles ont été découvertes par Johann Elert Bode le 31 décembre 1774, toutes les 2. Elles sont dans la constellation de la Grande Ourse, à une distance d'environ 12 millions d'années-lumière de la Voie lactée, M80 étant peut-être un peu plus proche de nous qu'M82. Elles sont tous les 2 plus petites que la Voie lactée, notre galaxie, la galaxie M82 étant plus petite que M80. M80 est une galaxie spirale. Quant à M82, eh bien cela était difficile de trancher, puisque sa position inclinée à environ 80 degrés faisait qu'on la voyait presque par la tranche. Mais on sait que c'est une galaxie spirale et non irrégulière, car en 2005, on a découvert 2 bras spiraux symétriques en proche infrarouge. Toutes les 2 ont une magnitude au-delà de ce qu'on peut voir à l'œil nu, donc de 6,9 pour M80 et de 8,6 pour M82. Toutes les 2 sont observables avec des jumelles, 10 x 50. Une lunette de 60 mm avec un grossissement faible révèle la nature des 2 objets qui sont observables ensemble, en vision directe, ce qui est plutôt rare. Avec un télescope de 114 mm, eh bien, le noyau apparaît comme lumineux et entouré d'un halo diffus pour M81. Au télescope 130 mm à grossissement inférieur à 100 fois, les galaxies s'observent individuellement et l'ovale diffus de M80 ne présente guère plus de détails, mais 2 étoiles superposées à son disque sautent aux yeux. Avec un télescope de 200 mm, eh bien, M82 commence à montrer sa nature irrégulière. Une bande d'absorption se dessine presque au milieu et on décèle une des 2 nodosités plus brillantes. Avec un télescope de 350 mm et de bonnes conditions, on peut déceler les bras spiraux de M81. Et voilà que se termine cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et donc nous vous redonnons rendez-vous pour le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Bonnes observations à tous et à toutes.